On associe volontiers l'Égypte antique à la figure du pharaon. En réalité, l'épouse ou la mère du souverain jouait souvent un rôle essentiel dans l'exercice du pouvoir. Il y a 3300 ans, aux grandes heures de la civilisation égyptienne, la fille d'un propriétaire terrien devient reine. Les sphinx féminins sont rares. Celui-ci s'inscrit dans un ensemble de représentations de cette femme puissante. Son nom, Tiye. Si l'on en croit ses représentations qui ornent les temples et les tombeaux, elle surpasse ses rivales à tout point de vue et connaît une gloire éclatante. Elle est élevée au rang de divinité d'une manière jusque-là inédite. Souveraine emblématique, elle est à l'origine d'une réforme importante qui va bouleverser l'Égypte. Si une épidémie vient assombrir son destin, Tiye ouvre sans doute la voie à une nouvelle forme de religion. La croyance en un Dieu unique. Avril 2021. Un fastueux spectacle se déploie devant le musée égyptien du Caire. La parade dorée des pharaons. Ces chars s'inspirent des barques sacrées de l'Égypte antique, qui emmenaient les défunts dans l'au-delà. Le cortège transporte 22 momies royales, dont seulement 4 femmes. Mais l'une d'elles va éclipser tous les autres souverains. Car les photos de l'abondante chevelure de Tiye font le buzz sur Internet. Une momie vieille de 3 millénaires envahit les réseaux sociaux. Tiye est la grand-mère du célèbre Toutankhamon, une femme puissante, au charisme exceptionnel. Avec son visage aux traits fins encadré de longs cheveux bouclés, elle semble nous regarder du fond des âges. Son parcours est hors du commun. Avec son époux, elle a régné approximativement entre 1391 et 1353 avant notre ère, à l'apogée de la civilisation antique égyptienne. Elle a su conquérir un pouvoir et une renommée sans précédent. Mais il a fallu attendre le XXe siècle pour en savoir plus sur les origines de Tiye. Située sur la rive occidentale du Nil, face à la ville de Luxor, la vallée des rois est la dernière demeure de nombreux pharaons. En 1905, le mécène et archéologue américain Theodore Monroe Davis réalise ici l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de l'égyptologie. Son équipe décèle une entrée dissimulée entre 2 tombeaux de pharaons. À l'intérieur, un couloir tout simple, sans les peintures décoratives habituelles dans les sépultures. Une volée de marche conduit à une chambre intérieure qui révèle un spectacle extraordinaire. La salle baignait dans une obscurité absolue et la chaleur était suffocante. Nous avions beau lever nos chandelles, elles n'émettaient qu'une pâle lueur tout en nous aveuglant, de sorte que nous ne percevions que le scintillement de l'or. Chaque centimètre carré était rempli d'objets aux reflets dorés. De nos jours, cette chambre funéraire est vide. Ces trésors sont conservés au musée égyptien du Caire. De magnifiques pièces d'orfèvrerie et des objets rituels dignes d'un pharaon. Cette découverte constitue un jalon essentiel pour l'égyptologie.
Les 2 occupants du tombeau reposent dans des sarcophages dorés. Les momies étaient restées à l'abri dans leur cercueil, à l'endroit même où elles avaient été inhumées plus de 3 millénaires auparavant. Des hiéroglyphes précisent le nom des défunts, Tuya et Yuya. De toute évidence, il s'agit d'un couple influent. Mais il n'est pas de sang royal, d'après les inscriptions. Pourquoi ont-ils été enterrés avec les honneurs d'un pharaon? Sans doute en raison de leur fille. Le titre de Tuya figure à plusieurs endroits sur son sarcophage et son mobilier funéraire. Mère royale de la grande épouse royale. C'est-à-dire de Tiyi, la première épouse d'Amenophis III. En déchiffrant les noms de Yuya et Tuya, les égyptologues qui travaillaient avec Theodore Davis ont tout de suite compris qu'il s'agissait des parents de la reine Tiyi, car ces noms figurent sur une multitude de scarabées datant du règne d'Amenophis III, qui évoquent sa grande épouse Tiyi et sur lesquels est écrit « Le nom de son père est Yuya et celui de sa mère, Tuya ». Tiyi voit le jour vers l'an 1400 avant Jésus-Christ, dans une famille aisée. Ses parents, grands propriétaires terriens, font partie de la haute société égyptienne. On ne dispose d'aucun document qui nous renseigne sur l'enfance et l'adolescence de Tiyi. Elle a grandi dans une région de Moyenne-Égypte où sa famille était très en vue. Son père, Yuya, est responsable des haras et des attelages du pharaon. Sa mère, Tuya, est prêtresse. Ils semblent nourrir de grandes ambitions pour leur fille et ne seront pas déçus. L'Égypte est alors une grande puissance. Le début du règne d'Amenophis III marque sans doute le point culminant de la civilisation égyptienne à l'âge du bronze. À cette époque, elle contrôle, directement ou non, de très vastes territoires qui vont de l'actuel Soudan au nord de la Syrie en passant par la côte. La famille part s'installer à Ouasset, c'est-à-dire Thèbes, actuellement connue sous le nom de Luxor. C'est alors la capitale du pays. Ces vastes temples, conservés jusqu'à notre époque, témoignent de la grandeur de l'Égypte en ce temps-là. Tiyi est présenté à un jeune garçon promis à un grand avenir. Amenophis III est encore un enfant quand il monte sur le trône, en 1390 avant Jésus-Christ. Pourtant, on songe déjà à lui trouver une épouse. Et les parents de Tiyi font jouer leur relation pour placer leur fille. On ne sait pas si Tiyi était vraiment destinée à épouser le roi. Certes, elle était roturière, mais elle provenait d'une famille haut placée dans la société de l'époque. En tout cas, elle appartenait au milieu où évoluait Amenophis. Mais de là à dire qu'on l'a préparée à devenir reine, c'est une autre histoire. Le mariage a lieu en l'an 2 du règne d'Amenophis. Les 2 époux ont une dizaine d'années. On a du mal à retracer les événements qui ont conduit Tiyi à épouser Amenophis III. Était-ce une façon pour ses parents de placer leur pion? Ou est-ce que les 2 enfants se connaissaient déjà?
Pour ma part, je pense qu'ils étudiaient ensemble sous la houlette de Yuya. Quoi qu'il en soit, les parents de Tiyi exercent une grande influence à la cour du pharaon. Peut-être joue-t-il même un rôle de régent auprès du jeune Amenophis. Le couple royal était très jeune dans les premières années du règne d'Amenophis. La reine possédait une personnalité unique. Tous les deux ont grandi ainsi, côte à côte. Et Tiyi était d'une intelligence et d'une sagesse extrême. Devenue adulte, Tiyi se met en scène comme une reine puissante. Amenophis semble fou d'amour pour son épouse. Mais au terme d'une dizaine d'années de bonheur conjugal, une rivale de poids fait son apparition. Elle est fortunée et arrive de l'étranger accompagnée de sa cour. Gilukepa est la fille du roi du Mitanni, un royaume situé dans l'actuelle Syrie. Amenophis compte l'épouser pour renforcer les liens de l'Égypte avec le Mitanni. Mais comment va réagir Tiyi? Se sent-elle menacée par cette concurrence? Un objet parvenu jusqu'à nous permet de mieux cerner la place à part qu'occupe la reine à l'époque de cet épisode. Amenophis annonce son mariage avec Gilukepa sur une amulette en forme de scarabée, petit animal qui revêt une signification religieuse pour les Égyptiens de l'Antiquité. Mais l'inscription indique que les pensées du pharaon sont avec Tiyi. Longue vie à la grande épouse royale Tiyi. Le nom de son père est Yuya et celui de sa mère, Tuya. Tiyi porte le titre de grande épouse royale, ce qui la place au-dessus de Gilukepa. Comme tous les rois, Amenophis III était polygame. En plus de Tiyi, qualifié de grande épouse royale, il avait probablement plusieurs épouses secondaires qui ne bénéficiaient pas de ce titre, y compris des princesses de royaumes étrangers, puisqu'on sait qu'Amenophis avait épousé au moins 2 ou 3 princesses d'autres pays. Tiyi va conserver son rôle de premier plan et sa place d'épouse royale pendant la totalité du règne d'Amenophis. Quand le pharaon est représenté avec une de ses femmes, c'est systématiquement Tiyi et jamais une autre. Surpassée uniquement par le pharaon, Tiyi est désormais la femme la plus importante d'Égypte. Autrement dit, l'une des personnalités les plus puissantes de son temps. Exerçant directement le pouvoir, elle va faire ainsi évoluer la fonction des reines égyptiennes. Tiyi jouait sans doute aussi un rôle important dans la prise de décision politique. Dans la tombe de Kerouef, l'intendant de Tiyi, un décor mural illustre la place politique de la reine. Elle y apparaît sous les traits d'un sphinx, une créature mi-femme, mi-lionne, réputée pour sa puissance et sa sagesse. Elle foule aux pieds des captives, des ennemis de l'Égypte. Cette représentation de Tiyi en sphinx piétinant des femmes étrangères est extraordinaire. Les ornements qui décorent le trône reproduit dans le tombeau de Kerouef semblent confirmer que Tiyi jouait un rôle diplomatique clé et prenait part à la politique étrangère sous le règne d'Amenophis III.
Tiyi devient ainsi une figure emblématique du pouvoir féminin. Si elle tire de nombreuses ficelles, elle cultive aussi soigneusement son image. Non loin de Luxor, à Kom El Heitan, les colosses de même nom veillent sur le désert. Exposées aux éléments depuis des millénaires, ces statues monumentales représentent Amenophis III. Elles comptent parmi les derniers vestiges d'un vaste temple funéraire construit après sa mort. Sa femme y est honorée, elle aussi. On voit que la reine Tiyi occupe une place importante puisqu'on la retrouve partout dans les ruines du temple. Une statue monumentale d'elle se dresse notamment à la droite des jambes de chaque colosse. Elle est plus que jamais la grande épouse royale. Au-delà de ce site particulier, Tiyi est omniprésente sur les parois des tombeaux, les amulettes et les bracelets, ainsi que dans la statuaire. Si Tiyi avait eu un compte Instagram, elle aurait publié des photos de statues extrêmement variées. Elle avait même son sculpteur attitré, appelé Yuti. Ce n'était pas courant pour une reine. Au musée égyptien de Berlin, il y a notamment une petite tête très jolie qui montre Tiyi sous les traits d'une femme inspirant le respect, qu'on n'a pas envie de contrarier. Tiyi apporte en outre beaucoup de soin à son apparence. Sahar Salim, spécialiste en paléoradiologie, a étudié la momie de la reine sous toutes les coutures. Ce qui fait la particularité de la momie de Tiyi, ce sont ses beaux cheveux longs, bouclés et très épais, qui tirent sur le roux, car ils ont été teints au henné. On peut en déduire qu'elle attachait une grande importance à son physique et qu'elle était coutumière des soins capillaires. Tout récemment, ses cheveux ont été examinés de plus près et les chercheurs y ont relevé des traces de 13 huiles différentes. Les Égyptiens d'alors vouent sans doute à leur reine un respect mêlé de fascination. Elle est une célébrité avant l'heure. Sans conteste, Tiyi a connu une fulgurante ascension. Mais sa position reste fragile. Et la menace ne vient pas toujours de l'étranger. Au nord de Luxor s'étend le gigantesque complexe religieux de Karnak, sur la rive orientale du Nil. Le site est dominé par une vaste enceinte dédiée à Amon, le roi des dieux. Figuré parfois avec une tête de bélier, Amon est également le dieu impérial sous la 18e dynastie. Sa popularité vient aussi du fait qu'il est responsable de la fertilité et de la création. Les Égyptiens comptent sur lui pour protéger leurs terres et les rendre fertiles et prospères. C'est pourquoi les prêtres qui le servent sont très puissants. À cette époque, le grand prêtre d'Amon a pour nom Maya. Il dirige le culte voué à la divinité, complexe, mais aussi hautement lucratif et source de pouvoir.
Les prêtres du temple de Karnak possédaient d'immenses domaines autour de l'actuel Luxor. Le butin des pillages réalisés à l'étranger venait en grande partie alimenter les caisses du temple d'Amon à Karnak. Cela représentait des richesses inestimables. Le culte d'Amon était donc synonyme d'un pouvoir considérable. Tilly et Aménophis voient d'un mauvais œil l'influence des prêtres. Ils font ériger à l'ouest de Karnak un grand palais et un temple. Le palais de l'éblouissant Aton, connu aujourd'hui sous le nom de Malkata. Aménophis n'entretenait pas de bons rapports avec les prêtres d'Amon. C'est la raison pour laquelle il a déplacé son palais vers la rive occidentale du Nil, à Malkata. Il ne reste plus de nos jours que des murs en briques crues qui esquissent les contours d'un grand complexe de bâtiments. Mais il y a 3300 ans, des temples et des résidences somptueuses s'élevaient ici. Comme son nom l'indique, le palais de l'éblouissant Aton doit se démarquer de l'édifice tout proche tenu par les prêtres d'Amon. Malkata est un site essentiel et très vaste. Il comporte des palais, des temples, des ateliers et des zones rituelles. Aménophis III fait en outre construire un grand port, Birket Abou, permettant les communications. Il est aménagé grâce aux déblais provenant du profond bassin du port. C'est ici qu'Aménophis III et Tilly organisent une somptueuse cérémonie. Lorsqu'un pharaon atteignait une trentaine d'années de règne, la coutume voulait qu'on célèbre l'événement par la fête Sed, un terme généralement traduit par jubilé. Ce rite était ensuite répété à intervalles réguliers jusqu'à la fin de sa vie. Mais habituellement, seul le roi y occupait un rôle central. Il est donc d'autant plus surprenant de voir la reine Tilly y prendre une telle place. Le tombeau de Khérouef renferme des reliefs consacrés à cet événement. Khérouef était l'intendant de Tilly et le maître de cérémonie des célébrations du jubilé. Dans sa tombe, on trouve des représentations détaillées de cette manifestation. On voit Aménophis III et Tilly accomplir les rituels d'usage. Ils sont salués par les courtisans et distribuent des présents à leurs plus fidèles dignitaires. La suite des festivités réserve une surprise aux invités. Il s'agit d'un nouveau rituel qui se déroule sur une embarcation étroite et richement décorée d'un genre particulier. Les Égyptiens de l'Antiquité adorent de nombreuses divinités. L'une des plus éminentes est le dieu soleil, Ra. Il parcourt quotidiennement le ciel à bord de sa barque de jour. Puis il meurt chaque soir au couchant. Il navigue alors dans l'au-delà sur sa barque de nuit, avant de renaître au matin. Lors de leur jubilé, le pharaon et sa reine rejouent ce voyage sacré.
Aménophis III avait fait aménager un grand lac pour le traverser à bord de reproductions de barques solaires, une pour le jour et une pour la nuit. C'est une rupture totale avec la tradition. Jusqu'à présent, les pharaons étaient élevés au rang des dieux après leur mort. Normalement, un pharaon n'emprunte la barque de nuit qu'une fois mort. Mais Aménophis veut montrer qu'il est devenu le dieu soleil Ra sur Terre. Et cette transformation divine ne concerne pas seulement le souverain. Sa grande épouse royale fait elle aussi partie du rituel. Tilly semble elle aussi concernée par ce changement. Le roi devient le dieu soleil, tandis que Tilly, en contrepoint, se métamorphose sans doute en incarnation de la déesse Hathor. Son statut lui permet aisément de s'identifier à Hathor, qui compte parmi les déesses les plus puissantes d'Égypte. Ce qui est inhabituel chez Aménophis III et Tilly, c'est qu'ils semblent mettre en scène leur mort et leur résurrection à l'occasion de ce premier jubilé, comme s'ils devenaient des dieux alors qu'ils sont encore en vie. Dans cette séquence aussi théâtrale qu'inédite, Tilly devient l'égale du pharaon. Aucune reine égyptienne avant elle n'avait eu ce privilège. D'autres souveraines puissantes ont régné avant Tilly, mais elle est élevée au rang de déesse. Et c'est du jamais vu. Même dans la statuaire, elle est parfois représentée à la même échelle qu'Aménophis III, comme si son titre de reine d'Égypte la plaçait sur un pied d'égalité avec lui. Si Tilly avait l'ambition de s'élever au-dessus du monde des simples mortels, elle a réussi. Elle est désormais traitée comme une déesse vivante aux côtés de son époux. Reste une énigme. Longtemps, les chercheurs ont tenté de localiser le lac sacré sur lequel a eu lieu la métamorphose divine du pharaon et de son épouse. En vain. La clé du mystère se cache peut-être au Metropolitan Museum de New York. Celui-ci conserve de précieuses reliques du règne d'Aménophis III. Un scarabée couvert de hiéroglyphes révèle que l'étendue d'eau avait été aménagée spécifiquement pour le rituel. Sa Majesté ordonna qu'un lac soit creusé pour la grande épouse royale Tilly. Il était d'une longueur de 3700 coudées et d'une largeur de 700 coudées. Soit un peu moins de 2 km sur 350 mètres. On a cru à plusieurs reprises avoir identifié ce lac artificiel. Initialement, on pensait qu'il s'agissait du port de Malkata. Mais les égyptologues s'accordent à dire qu'il est trop grand et ne correspond pas à la description figurant sur le scarabée. Il faut donc chercher ailleurs. En 2020, l'archéologue Afifi Rohim et son équipe font une découverte intéressante près de Luxor. À la recherche d'un temple de l'époque de Toutankhamon, ils mettent toujours une cité oubliée, ensevelie sous le sable depuis des milliers d'années. Quand on a entamé les fouilles dans cette zone, ces murs de briques crues sont la première chose qu'on a trouvée. On a tout de suite compris qu'ils appartenaient à une cité, et non à un temple mortuaire. Les murs auraient été beaucoup plus épais sinon. D'innombrables sépultures et lieux de culte ont résisté à l'usure du temps dans le désert.
Mais rares sont les vestiges de villes permettant de se faire une idée de la vie du peuple dans l'Égypte antique. Ici, les archéologues exhument des rues et des alignements de bâtiments dans un remarquable état de conservation. Nous avons découvert une cité quasi intacte. Certains spécialistes parlent de la Pompéi égyptienne. Un site exceptionnel pour l'Égypte. Bientôt, les archéologues sont en mesure de dater les ruines, grâce aux hiéroglyphes figurant sur certains objets en céramique. Tout indique que la ville a été construite pendant le règne d'Amenophis III et de Tilly. On a retrouvé une multitude de bustes sculptés de la reine Tilly, des pièces de petite taille, souvent différentes, dans des coloris variés. On pense que ces statuettes ont un lien avec le jubilé royal. Les festivités auraient donc pu se dérouler dans la cité oubliée. Cette hypothèse est confortée par une trouvaille supplémentaire. À la fin de la dernière saison de fouilles, on a mis au jour un très grand lac au nord de la cité. Asséché de nos jours, il se trouvait à l'époque à proximité immédiate du temple funéraire dédié à la mémoire du pharaon. Le voilà peut-être, le lac sacré d'Amenophis et de Tilly. C'est assez logique. Ce bassin était tout proche du temple d'Amenophis III et du lieu de la cérémonie. Il a pu être aménagé spécifiquement pour le jubilé. C'est ici que le couple royal se serait élevé au rang de divinité. Mais les archéologues ne sont pas au bout de leur surprise. Dans la chambre la plus élevée découverte dans la cité, on a repéré un disque solaire de couleur blanche, dont semblent jaillir des mains. C'est le premier symbole d'Aton qu'on a identifié sur le site. Le nom Aton désigne en égyptien ancien le disque solaire, la sphère que l'on voit dans le ciel. Au cours du règne d'Amenophis III, Aton devient un dieu important et à part entière, distinct de Ra, le dieu soleil. C'est une variante de Ra qui s'incarne dans le roi. À l'issue de la cérémonie orchestrée par ses soins, le pharaon se confond avec la figure d'Aton. Le symbole du disque solaire se répand bientôt dans toute l'Égypte. Ce qui se produit lors du jubilé d'Amenophis et de Tilly est très inhabituel. Et c'est sans doute aussi la perception qu'en ont eu leurs contemporains. Les prêtres d'Amon suivent de près l'évolution de la situation. On ne sait pas dans quelle mesure les prêtres et autres théologiens approuvaient ce changement, ni si le grand public était perplexe. En matière de richesse et d'influence, les prêtres d'Amon n'ont pas grand-chose à envier au couple royal. Pour l'heure, l'opposition entre le temple et le palais reste larvée. Mais Amenophis a beau s'être lui-même proclamé divinité vivante, il n'en reste pas moins humain. Sahar Salim a fait une découverte inattendue en radiographiant sa momie. Il s'avère que le roi n'était pas en très bonne santé. Ses dents portaient les traces de plusieurs maladies et il souffrait en outre d'un problème à la colonne vertébrale. Vers 1353 avant Jésus-Christ, la nouvelle se répand. Amenophis, Dieu sur terre, n'est plus. Il avait à peine 50 ans.
Tiyi a épousé Amenophis tout au début de son règne. De leur union, qui a duré près de 40 ans, sont nés de nombreux enfants, filles et garçons. Et puis, il meurt. C'est au tour de son successeur de monter sur le trône. Il entame son règne sous le nom d'Amenophis IV. Tiyi est très présente aux côtés de son fils et bientôt de l'épouse de celui-ci, la célèbre Néfertiti. Le jeune couple perpétue l'héritage des parents du pharaon. Il étend notamment le culte du disque solaire, se détournant des autres dieux et déesses traditionnels. Aton devient officiellement la seule divinité honorée par le roi et la reine. Amenophis IV va jusqu'à modifier son propre nom, adoptant celui d'Akhenaton, littéralement celui qui est utile à Aton. L'élévation d'Amenophis III et de Tiyi au rang de divinité à l'occasion de leur jubilé explique sans doute la voie empruntée par Akhenaton par la suite. Akhenaton traite son dieu, Aton, à l'égal de son père. Il l'appelle même ainsi. Comme si Aton prenait la place d'Amenophis III. Du point de vue de Tiyi, si Aton est effectivement Amenophis III, ça veut dire que son défunt mari est maintenant une divinité. Une curieuse conception. Le pharaon érige l'adoration d'Aton en culte unique. Ce faisant, il rompt avec plusieurs millénaires de traditions religieuses. Au temple de Karnak, plus question de célébrer Amon et les autres dieux. Akhenaton décrète que le seul dieu qui compte est désormais Aton. Et il coupe les vivres à tous les autres cultes. Le souverain s'acharne particulièrement contre les adorateurs d'Amon. Aton est le dieu le plus important aux yeux d'Akhenaton. Or, jusque-là, c'est Amon qui était considéré comme le premier parmi les dieux. Il est donc retiré de tous les monuments. Comme pour le punir officiellement de son outrecuidance, ses représentations sont détruites et son nom est effacé des inscriptions. Ce sont les prêtres d'Amon qui ont le plus à perdre dans cette révolution religieuse. Je crois que la pierre d'achoppement entre Akhenaton et les prêtres n'est pas théologique. C'est une question beaucoup plus prosaïque. Les grands temples vivent des financements du palais. Il est donc très contrariant pour eux de perdre cette source de revenus, car cela veut dire que beaucoup de prêtres vont se retrouver sans emploi. Tout en se tenant prêt à réprimer une éventuelle rébellion, le pharaon hérétique écarte Maya, la figure majeure de Karnak. Akhenaton envoie le grand prêtre d'Amon, Maya, superviser l'exploitation d'une carrière dans le désert, à l'est. Peut-être pour l'éloigner de Karnak. Les autres prêtres sont également congédiés. Une façon de tuer dans l'œuf toute résistance au projet du souverain. Car Akhenaton veut aller plus loin encore. En
En signe de rupture complète avec le passé, il déplace sa cour vers une région isolée, au nord de Thèbes. Et il y fait construire une capitale royale, consacrée au dieu Aton. Akhenaton s'installe dans une nouvelle cité qu'il baptise Akhetaton, en égyptien l'horizon d'Aton. Il affirme que le dieu lui-même l'a aidé à en choisir l'emplacement. Cette ville, aujourd'hui appelée Amarna, comporte des zones d'habitation, des ateliers, des sépultures et des lieux de culte, dont le plus impressionnant est le grand temple d'Aton. De nos jours, seuls subsistent des contours dans le sable. Mais il occupe initialement une gigantesque surface. Akhenaton y concrétise sa vision pour l'Égypte. Mais que pense sa mère, Tiyi, de cette nouvelle ère inaugurée par son fils? On manque de documents pour le savoir. Toutefois, le site d'Amarna livre quelques informations. L'une des nombreuses tombes découvertes dans les collines environnantes comporte un relief intéressant. Il montre Tiyi et le couple royal en train de partager un repas. Le trio est placé sous les rayons bienveillants d'Aton. On connaît ainsi quantité de représentations de Tiyi à la cour de son fils. Ce relief semble indiquer que Tiyi cautionne les bouleversements introduits par Akhenaton et Néfertiti. Mais cette nouvelle religion est contestée. La mère du pharaon l'assiste et le conseille en ces temps difficiles. Tiyi soutenait son fils. Akhenaton était un homme déterminé. Mais sa mère a mis à son service tout son pouvoir, son intelligence et sa sagesse. On le voit jusque dans les tombes royales d'Amarna. Et il est permis de penser qu'elle faisait partie intégrante du culte au dieu Aton. Son influence va peut-être même plus loin. Tout près d'Amarna, un nouvel indice laisse à penser que Tiyi a contribué à la création de la nouvelle cité en l'honneur d'Aton. Aux confins de la ville, cette entrée taillée dans la roche mène à une ancienne carrière. C'est elle qui a fourni le calcaire nécessaire à la construction des temples. Et sa propriétaire n'était autre que la reine Tiyi. La présence de Tiyi à Amarna semble avérée. On a des inscriptions dans une carrière indiquant que la pierre extraite va servir à construire des édifices en lien avec elle. Puisque Tiyi possédait une carrière, il est tout à fait possible qu'elle ait contribué à la construction d'Akhetaton, voire à celle du grand temple d'Aton. Cela témoigne du pouvoir de la reine. C'est donc très concrètement que Tiyi soutient les ambitions de son fils. Il faut dire qu'elle a elle-même amorcé ce bouleversement religieux. Tiyi va vivre encore plusieurs années après la mort d'Amenophis III. Elle assure la continuité entre son règne et celui d'Amenophis IV. Or, ce dernier reproduit et amplifie les pratiques initiées par son père. Tiyi n'est donc pas étrangère aux conceptions et aux projets de son fils. Encouragé par sa mère, Akhenaton place toute sa confiance en son dieu. De nombreux historiens voient dans le culte d'Aton un jalon important de l'histoire des religions. L'écrivain et universitaire britannique Clive Staples Lewis résume les choses ainsi. La religion d'Akhenaton mourut avec lui. Apparemment, il n'en resta rien, à moins de penser, bien sûr, cela est possible, que le judaïsme en fut partiellement issu. On peut imaginer que les conceptions dérivées du système d'Akhenaton participèrent à cette sagesse égyptienne dans laquelle Moïse fut élevé. Rien dans cette éventualité ne devrait nous troubler,
Akhénaton anticipe même le Nouveau Testament. Aux yeux de certains chercheurs, le culte instauré par Akhénaton est le premier monothéisme de l'histoire, puisqu'il repose sur l'existence d'un seul Dieu véritable. Au fil des siècles, 3 religions monothéistes verront successivement le jour dans la même région du monde. Le judaïsme, puis le christianisme, et enfin l'islam. Les historiens ont souvent établi des liens entre Aton, le Dieu unique, et le judaïsme, ainsi que les autres religions monothéistes. Diverses inscriptions antiques, retrouvées en Égypte et ailleurs au Proche-Orient, témoignent de l'existence de cette idée philosophique d'une divinité unique, dont émaneraient tous les autres dieux. Cette notion d'unité divine a pu favoriser l'émergence du monothéisme chez les proto-israélites. À l'époque d'Akhénaton, il ne paraît donc pas inconcevable qu'une grande religion repose sur la croyance en un seul Dieu. Sous son règne, le culte d'Aton devient religion d'État et Akhénaton, sa capitale. Sa construction de la nouvelle métropole est achevée alors qu'il est au pouvoir depuis près de 12 ans. Le pharaon l'inaugure en très grande pompe. Des émissaires viennent de tout le Proche-Orient lui présenter leur respect. Dans 2 tombes-chapelles retrouvées à Amarna, de superbes reliefs illustrent la fête d'inauguration d'Akhénaton. Des visiteurs venus de loin veulent découvrir cette cité flambant neuve, ainsi que le culte d'Aton. Mais un terrible fléau se répand à la même époque dans la région. La présence de la peste bubonique a été mise en évidence. On sait, grâce à la correspondance diplomatique et à certaines sources hittites, que des épidémies sévissaient alors en Égypte et au Proche-Orient. Nombre de visiteurs venus assister aux festivités sont porteurs de la maladie. Ils ont apporté non seulement des objets précieux, de l'or et des esclaves, mais aussi une pandémie. On sait que l'Égypte a été frappée par une épidémie dans les années qui ont suivi. Autrement dit, cette célébration a peut-être marqué le début de la fin. Quelques années plus tard, environ la moitié de la famille royale est morte, Y compris la reine Tiye. Elle avait sans doute atteint la 50aine au moment de sa mort. Peut-être a-t-elle succombé à cette maladie ou à une autre simplement parce qu'elle était vulnérable en raison de son âge. Pendant des décennies, Tiye a régné aux côtés du pharaon, alors que l'Égypte connaissait une période de paix et de prospérité inédite. Vénérée comme une déesse vivante, elle a contribué à la révolution religieuse mise en œuvre par son fils. Mais que se passe-t-il après sa mort ? Akhénaton meurt en 1335 avant Jésus-Christ, et son décès marque aussi la fin du monothéisme d'Aton. Son fils Toutankhamon lui succède. C'est un enfant roi, entouré de puissants conseillers.
Le nouveau pharaon quitte Akhénaton pour retourner à Thèbes, l'ancienne capitale royale. Le culte des dieux traditionnels est rétabli, tandis que celui d'Aton, divinité unique, tombe dans l'oubli. Il demeure que, de nos jours, les monothéistes sont majoritaires parmi les croyants dans le monde. La démarche d'Akhénaton a peut-être eu une influence plus durable qu'on ne pourrait le croire. Et c'est sans doute sa mère, Tiye, qui l'a encouragé dans cette voie. Ensemble, Aménophis III et Tiyi deviennent Ra et Hathor sur Terre. Puis Akhénaton et Néfertiti continuent sur la même lancée. Il semble évident que Tiyi a joué un rôle dans l'éducation religieuse et donc les croyances de son fils. Des millénaires plus tard, l'influence de cette reine puissante est encore perceptible. Son parcours et son héritage fascinent toujours. Quant à son charisme exceptionnel, il fait d'elle la vedette incontestée de la parade dorée des pharaons.